Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'histoire et au patrimoine. À chaque vidéo, je vous invite à découvrir, à analyser, mais aussi à tenter de résoudre les grandes questions de notre histoire. Afin de m'aider à développer la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo, ainsi qu'à réagir en commentaire. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, le lien est en description. Le 2 décembre est une date importante pour tout amoureux de Napoléon. En effet, en ce jour, nous commémorons l'anniversaire du sacre de l'empereur, mais aussi la victoire d'Austerlitz en 1805, qui permit à l'Empire français de devenir le maître de l'Europe. Mais que s'est-il passé ce 2 décembre 1805 sur les plaines gelées de l'ancien empire autrichien? Commençons par un peu de mise en contexte. La France, après des années de guerre contre les monarchies européennes, est enfin en paix, depuis 1803, y compris avec l'Angleterre, son irréductible ennemi. Mais l'influence grandissante de notre pays en Europe inquiète les Anglais, qui craignent de voir diminuer leurs échanges économiques sur le vieux continent. Le roi George III décide alors de faire saisir tous les navires français, ainsi que leurs marchandises. Napoléon voit à travers cet acte une déclaration de guerre et décide de préparer un débarquement militaire afin d'envahir l'Angleterre. Pour cela, il fait stationner près de la ville de Boulogne son armée en attendant l'arrivée de la flotte française et la défaite de celle de l'Angleterre, menée par le redoutable amiral Nelson. L'Angleterre, redoutant ce potentiel débarquement, va alors influencer les cours autrichiennes et russes afin de les faire rentrer dans une nouvelle coalition, la troisième, contre l'Empire français. Napoléon, apprenant la nouvelle, fait face à un choix cornélien. Envahir l'Angleterre ou affronter les armées russes et autrichiennes. Face à la marine anglaise voguant toujours le long des côtes de la Grande-Bretagne, Napoléon décide de tromper ses ennemis en faisant traverser, en seulement quelques semaines, toute la grande armée, avec tout son matériel jusqu'en Allemagne. Une véritable prouesse réalisée dans le plus grand des secrets. Sans crier gare, l'armée autrichienne est vaincue à Ulm le 20 octobre 1805. Le lendemain, Napoléon apprend que la traversée de la Manche aurait été impossible à la suite de la défaite de sa flotte conduite par l'amiral de Villeneuve à Trafalgar contre la flotte anglaise. Maigre compensation, le redoutable amiral Nelson meurt pendant la bataille. Sûr de son choix et face à l'impossibilité de revenir en France pour faire un débarquement en Angleterre, Napoléon avance jusqu'à la ville de Vienne le 14 novembre 1805 et s'installe au château de Schönbrunn afin d'attendre l'armée russe et les restes de l'armée autrichienne pour mieux les détruire. Au matin du 2 décembre 1805, les trois armées des trois empereurs se retrouvent sur le plateau de Pratzen, près du petit village d'Austerlitz, aujourd'hui en République tchèque. Ce site n'est pas anodin et fut choisi par Napoléon avec soin, afin de piéger ses ennemis. En effet, le plateau, s'étendant sur 10 km², est bordé par des rivières et des marais, créant un couloir d'étranglement recouvert par un épais brouillard qui sera de bon augure pour les armées françaises. Ces dernières comptent alors 73 000 hommes et 139 canons, avec à sa tête l'empereur Napoléon, accompagné de ses maréchaux et généraux d'empire, commandant chacun un corps d'armée, organisé en divisions, dont les plus fameux sont commandés par Bernadotte, Davout, Soult, Lannes et Murat. Face à eux, l'armée austro-russe compte environ 90 000 fantassins, dont 15 000 cavaliers et 300 canons, sous les ordres du général Koutouzov. Les hostilités sont déclenchées à 7 heures du matin. Le monde retient son souffle. La bataille des trois empereurs commence et le destin de la France est en jeu. Contre toute attente, Napoléon a offert les hauteurs du plateau de Pratzen aux Austro-Russes, tandis que les armées françaises sont positionnées en contrebas. Mais cette erreur est en vérité un piège, tendu par l'empereur afin de rendre trop confiant son adversaire. En effet, Napoléon ordonne à une partie de son armée de simuler un assaut sur les hauteurs, puis de battre en retraite, afin d'attirer les Austro-Russes, trop confiants, à les poursuivre. Tandis que les ailes de l'armée camouflées par le brouillard matinal et conduites par Soult, Lannes et Murat
prennent les hauteurs. Une fois sur place, ces derniers détruisent l'artillerie ennemie et encerclent le gros de l'armée coalisée qui n'a plus d'autre choix que de se rendre ou de mourir. Kutuzov, comprenant sa défaite, fuit avec le reste de ses troupes. Une reddition est alors rendue après 10 heures de combat à 17 heures. À la fin de la bataille, la France ne compte que 6 943 blessés et environ 1400 morts, tandis que l'armée austro-russe compte 4 000 tués, 12 000 blessés, 12 000 prisonniers et 180 canons capturés. La victoire est totale et il est désormais temps pour les vaincus de payer le terrible prix de la défaite. Le premier geste de Napoléon est dédié à ses armées, dont on dit qu'il était si proche. Il leur déclara un discours aujourd'hui rentré dans la légende. « Soldats, je suis content de vous. Vous avez, à la journée d'Austerlitz, décoré vos aigles d'une immortelle gloire. Mon peuple vous reverra avec joie, et il vous suffira de dire « J'étais à la bataille d'Austerlitz » pour que l'on réponde « Voilà un brave ». Pour les vaincus, le traitement est autrement plus amer. L'Autriche est obligée de signer la paix à Presbourg le 26 décembre 1805, l'obligeant à quitter la coalition contre la France et de céder au royaume d'Italie dirigé par Napoléon la Dalmatie, l'Istrie et Venise, ainsi que de donner au royaume de Bavière la Tyrol, tandis que la France reçoit le Neuchâtel. Libre de toute contradiction de la part des monarchies vaincues, Napoléon redessine la carte de l'Europe. En effet, il décide, sur les ruines du Saint-Empire romain germanique fondé en 962, dont il ordonne la dissolution, de créer une union allemande sous protectorat français, qui prendra le nom, en 1806, de Confédération du Rhin, comptant 23 États et petits royaumes germaniques. Cette confédération est alors la genèse d'une future Allemagne. Napoléon décide aussi de prendre des décisions dynastiques afin d'assurer la légitimité de sa personne aux côtés des autres dynasties royales d'Europe. Pour cela, il place ses proches à la tête de certains États européens afin, selon ses paroles, d'irriguer l'Europe de son propre sang, comme en plaçant Joachim Murat, marié à sa sœur Caroline, au Grand-Duché de Berg, son frère Louis Bonaparte, marié à Hortense de Beauharnais, comme souverain du royaume de Hollande, ainsi que son cadet Jérôme Bonaparte comme roi de Westphalie. Revenu en France, Napoléon célèbre sa victoire auprès de son peuple et fait ériger des symboles afin de marquer sa victoire. Des symboles qui sont encore aujourd'hui présents parmi nous. Le vainqueur d'Austerlitz, comme acte de véritable propagande, va faire commander de nombreux tableaux représentant la bataille. Parmi ces derniers, le plus connu reste la bataille d'Austerlitz par le baron Gérard. Napoléon va aussi lancer la construction de monuments, comme la colonne de la place Vendôme, dans le but de commémorer son triomphe. Dans un premier temps, cette colonne porta le nom de colonne d'Austerlitz, puis de colonne des Victoires, pour ensuite s'appeler colonne de la Grande Armée. Haute de 44,3 mètres et large de 3,60 mètres, elle est inspirée de la colonne de Trajan, située à Rome, et est construite avec le bronze des 180 canons pris lors de la bataille. Le tout est surplombé par une statue de Napoléon en César. Mais même si la célébration de la victoire d'Austerlitz est aujourd'hui marquée dans la pierre, elle l'est aussi dans les esprits. En effet, la commémoration de la bataille d'Austerlitz est devenue une grande tradition de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Cette école fut créée le 1er mai 1802 par Napoléon Ier sous le nom d'École spéciale impériale militaire. Elle forme toujours aujourd'hui une grande partie des officiers de l'armée de terre. En hommage aux fondateurs de leur institution, les élèves célèbrent ce qu'ils appellent le 2S. Un nom bien étrange au premier regard, mais en réalité, l'école possède un calendrier informel qui lui est propre. En effet, chaque mois de l'année correspond à une lettre du mot Austerlitz. Ainsi, le mois de décembre correspond à la lettre S. Donc comprenez à 2S le 2 décembre. Lors de cette journée, les élèves officiers rendent hommage aux soldats de la Grande Armée morts au combat pendant la bataille d'Austerlitz, par de nombreuses reconstitutions ainsi qu'un bal, permettant de faire de cette journée une tradition vivante et transmise à chaque génération d'officiers de Saint-Cyr depuis 1805.
Par sa victoire à Austerlitz, Napoléon aura su mettre fin à la menace de l'une des nombreuses coalitions menées contre la France, ainsi que imposer son règne à toute l'Europe. Malgré sa chute en 1815, l'empereur aura su aussi transmettre et marquer sa victoire dans les esprits des Français en leur transmettant une certaine idée de la grandeur de la France à travers les siècles. Je vous remercie pour votre attention et pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt.